Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Marie-Ève est maman d'un grand garçon de 12 ans, Olivier. Olivier est un enfant différent. On a tous une image idéale de notre famille, mais la vie, on ne la contrôle pas. On a la chance aujourd'hui à Maman Maintenant de rencontrer Marie-Ève qui nous livrera son témoignage sur son histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça ne doit pas toujours être facile de parler de ce genre de choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marie-Ève, peux-tu te décrire et aussi nous parler de ta famille? Je suis pas sûre qu'on va avoir assez de 27 minutes pour tout raconter en détail. Tout d'abord, c'est ça, j'ai un grand garçon de 12 ans. Mon fils a un TSA, donc un trouble du spectre autistique, mais il y a aussi un TDC, un TDAH, donc il y a plusieurs lettres d'alphabet. Mais il y a aussi le côté que m'emmener, même si on fait juste rajouter des diagnostics, ça reste qu'au quotidien, les défis sont là quand même. Donc, nous, on s'est arrêtés suite à ça. Donc, évidemment, quand on a décidé d'avoir un enfant, c'est sûr que tout est allé bien. On a décidé d'avoir un enfant. Un mois après, j'étais enceinte. Donc, la grossesse parfaite, seulement 20 livres pour la maman, le bébé super en forme. J'étais censée accoucher le 19 février et j'ai accouché le 19 février. Donc, Tout était parfait. jusqu'à l'accouchement, tout était parfait. Mais par la suite, évidemment, l'accouchement s'est bien déroulé et tout ça, mais dès les premières semaines de vie, il y avait déjà des problématiques qui étaient présentes à mon garçon. Donc, c'est un enfant quand même là, qui avait de la misère à ingurgiter. Donc, au niveau de l'allaitement, ça a été très, très, très difficile. Là. Le premier mois de vie d'Olivier, on est allé en clinique d'allaitement. Donc, pratiquement, là, à chaque jour, j'allais là, allaiter avec un pédiatre et une infirmière qui place le bébé, qui t'aide à t'orienter et tout ça. Mais le réflexe de succion n'était pas là chez l'enfant. Donc, évidemment, je dirais que nous, on voyait ça plus de notre côté. Donc, c'est plus de mon côté. On n'a pas le tour, c'est le premier. Ouais. Bon, on ne s'est pas trop posé de questions. Puis c'est ça que l'équipe autour de nous était quand même rassurante. Hein? Ils ne veulent pas nous inquiéter, peu importe ce que l'enfant a. Ils ne veulent pas créer de l'inquiétude chez les parents. Donc, on a juste continué là-dedans, évidemment. Puis il y a une phrase que le pédiatre m'avait dit puis qui m'a... que j'ai toujours gardée en tête. Et maintenant qu'elle prend vraiment tout son sens, là, il m'avait dit, votre bébé, là, c'est comme s'il était né sur le mauvais Windows. Donc, il faut le déprogrammer, puis il faut le reprogrammer. Donc, déjà là, le trouble du spectre autistique, c'est un syndrome qui est neurologique. Donc, déjà là, il y avait un petit quelque chose. Marie-Ève, ce serait quoi la définition de l'autisme? Bien, je peux pas parler pour les autres familles, les autres enfants, comment ça se traduit. Je peux parler des difficultés que mon fils a. Je pourrais te parler du trouble anxieux, du trouble de sommeil, son trouble de coordination qui l'empêche de faire du vélo, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Mais je vais me concentrer vraiment dans ce qui est plus commun là, dans les troubles du spectre autistique, qui est vraiment l'hypersensibilité. Donc, à ce moment-là, c'est des gens qui viennent envahis. Donc, c'est là où la crise va survenir parce qu'ils sont trop envahis par l'émotion ou ça peut être l'odeur, ça peut être le goût, ça peut être un bruit. Donc, c'est assez vaste. Ils comparent ça, en fait, à des crises d'épilepsie. Donc, même il y a des gens qui peuvent ne pas s'en souvenir de la crise qu'ils viennent de faire. Il y en a qui ont des souvenirs, mais quand la crise est vraiment profonde et sévère, ils s'en souviennent pas. Qu'est-ce qui est important? C'est vraiment au niveau sensoriel. Donc, j'ai parlé du bruit, donc vraiment très sensible au bruit. Au niveau de l'odorat, aussi très sensible à l'odorat, mais au goût. Au goût, ça l'amène aussi à un trouble alimentaire. Donc, ça veut dire que pour Olivier, ça se traduit qu'il mange seulement une dizaine d'aliments et ça se détaille principalement dans du blanc. Donc, peu ou pas de couleur. Donc, on pense qu'il y a un goût qui est plus développé que le nôtre.
La même chose pour l'oreille, probablement, là, qui entend plus fort que nous. Donc, les petits détails. Nous, c'est un son qui est ambiant. Hein. On est dans un endroit, par exemple, il y a plusieurs personnes, bien, on va entendre un bruit ambiant, mais lui, il va entendre le pied de la personne qui est en train de manger, le bruit de la fourchette, exemple, sur l'assiette ou la table, la personne qui boit de l'eau, tout indépendamment. Donc, ça fait beaucoup de bruit et de sensations à gérer en même temps. Ça a pris combien de temps là, pour que tu passes du moment où c'est ton premier enfant, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être compliquées, mais de là à comprendre qu'il y a une différence comme c'est votre premier, à il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas normalement. Est-ce que c'est arrivé en quelques mois ou même en quelques années? Malheureusement, non. Je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de parents. Vraiment, là, je raconte mon histoire, c'est pas ce qui se passe pour tout le monde, Non. mais justement, tu sais, on avait toujours la bonne défaite. Ah, ben, tu sais, il est peut-être hyperactif, c'est pour ça qu'il il est inattentif, tu sais, puis c'est pour ça qu'il ne nous regarde pas parce qu'il est trop excité, puis il veut tout le temps jouer, puis il est tellement joué, puis... Donc, on cherchait beaucoup de défaites. En fait, ce qui s'est produit, c'est que déjà, on était, à partir de 1 an, à partir de 12-13 mois, là, on était déjà enclenché dans un processus d'évaluation. Donc, on voulait voir s'il était sourd. Donc, il nous avait fait passer un test pour l'audition. Donc, c'était pas ça, il entendait. Après ça, bien, une référence avec un orthophoniste. Après ça, une autre référence. Puis, en fait, l'élément, je dirais, le plus marquant pour moi, c'est qu'Olivier a attrapé une bactérie à l'âge d'1 an et demi. Donc, on s'est retrouvés au CHUL. Toutefois, tous les spécialistes qui venaient nous voir dans notre chambre ne nous parlaient pas de pourquoi on était là. Ils ne nous parlaient pas de sa condition présentement, mais ils nous posaient des questions générales sur son développement. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il fait ci? Êtes-vous suivi par quelqu'un? Donc, déjà là, ça nous a sonné une cloche. Jusqu'au jour où vraiment, j'ai posé la question. Écoutez, j'ai dit, je comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions-là. Je suis pas ici pour ça. Je suis ici parce qu'il est malade, mais vous me parlez d'autres choses. Et c'était une femme pédiatre qui m'avait mentionné. Elle dit, bien, moi, elle dit, pour moi, votre fils, il est autiste. OK. Alors, c'est comme ça que la première fois, quelqu'un m'a mentionné le nom le nom, en fait, à mettre sur mon enfant, là. Donc là, ça a été un choc. Oui, c'est ça, parce que là, oui. tu poses la question pour peut-être mieux comprendre, puis, bien, ça se dit directement, votre enfant, à mes yeux, est autiste. Et puis, je veux dire, on en entend de plus en plus parler de l'autisme, mais si on recule il y a 12 ans, est-ce que c'était aussi connu? Comment tu t'es sentie? C'était quoi pour toi l'autisme à ce moment-là? Bien, il faut dire que nous, dans notre famille, il n'y a pas d'autres personnes qui sont atteintes d'autisme. Il faut dire aussi que dans les médias, c'était pas aussi populaire, c'était pas aussi mentionné. Je pense aussi que les gens qui avaient des enfants à besoins particuliers, c'était peut-être quelque chose de plus caché. Donc, on ne le mentionnait pas nécessairement. Donc, tout ça a fait en sorte que moi, ça, puis on me reparler en chinois pendant 10 minutes, puis j'aurais eu la même réaction, là. Donc, première des choses, ça a été vraiment un choc. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu un deuil à faire de dire, bien, tu sais, j'avais un enfant, je savais c'était quoi les prochaines étapes de ma vie et tout ça. Puis à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Donc, ça a été vraiment ça. Très clairement, quand je suis revenue à la maison avec mon garçon, sans dire le mot dépression, mais je pense que je suis rentrée dans un autre état d'âme, assez là, pour me réveiller la nuit parce que je pleurais. Donc, pas me réveiller pour pleurer, mais bien je me réveillais parce que je pleurais. C'était vraiment, je pense que c'était plus fort que le conscient, là. J'avais de la difficulté à regarder mon fils parce que quand je le regardais, j'avais de la peine. Donc, au lieu, quand on regarde un enfant, habituellement, on est fier de lui, on a de l'amour. Mais moi, c'était pas ça. Le premier sentiment qui venait, c'était vraiment de la tristesse. J'avais de la tristesse pour lui parce que je savais que sa vie allait être différente. J'avais pas de la peine pour moi. Non. J'avais vraiment de la peine pour lui. Ce qui est particulier aussi, généralement, quand on a des enfants, bien, tu sais, nos amis autour de nous, eux aussi sont un peu, habituellement, là, c'est pas de même pour tout le monde, mais habituellement, eux autres aussi, on partage les mêmes moments, donc ils ont des enfants. Donc, on voit nos amis évoluer autour de nous, que tout se passe bien, puis nous, ça se passe pas bien.
Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile de voir le bonheur des autres, puis de dire, ah, ben gars, mon enfant commence à marcher, puis moi, il fait ci, puis moi, il fait ça. Bien, moi, pour mettre mon garçon propre, Olivier, j'ai 2 intervenants du Centre de réadaptation intellectuelle qui sont venus chez nous pendant pratiquement 2 semaines, à chaque jour, 8 heures par jour, pour le mettre propre. Donc, on n'est pas, on n'est pas au même niveau des autres, là, c'est sûr et certain. Donc, il y a une différence à vivre là. Et c'est clair aussi qu'il faut... il y a le choc de la nouvelle, mais il faut apprendre à vivre avec ça aussi. Il faut apprendre à vivre avec notre peine. Il faut apprendre à vivre avec la peine des autres aussi. Parce que quand on l'annonce aux grands-parents, eux aussi, hein, ils ont une vision pour leurs enfants, ils ont une vision pour leurs petits-enfants. Bien, moi, si je prends l'exemple de ma mère, je sais que ça a été très, très, très difficile pour elle. Même, je dirais que ça l'a affectée au point là, où elle a devancé peut-être sa retraite pour m'aider et tout ça. Donc, ça a des impacts, pas juste sur les parents, mais sur la famille immédiate, sur les amis, sur la famille. Puis cette période-là, il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus, parce qu'on ne peut pas être juste dans la tristesse. Il faut avancer. Il faut avancer parce que cet enfant-là a des besoins, puis il faut y répondre. Et plus le parent tarde à aider son enfant, bien, ça a des impacts sur le degré d'autonomie qu'il va atteindre ou pas. Donc, il faut tomber en mode solution assez rapidement. Là. Encore là, je ne sais pas, une fois adulte, mon garçon, à quoi, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Est-ce qu'il va être capable de conduire un auto? Probablement pas. C'est pas quelqu'un qui va probablement avoir un appartement ou quoi que ce soit, ou peut-être supervisé. Donc, c'est clair pour moi, dans ma vision, je sais qu'il va être toujours avec nous. Puis, bien évidemment, on achète la maison en conséquence. Puis, nos plans sont toujours en conséquence de dire, bien, il va falloir toujours inclure Olivier là-dedans. On n'a pas le choix, ça fait partie de notre vie. Il n'y a pas de plateau comme à 18 ans, on va pouvoir recommencer à être un couple comme avant ou à faire des activités sans se soucier de rien. Est-ce que tu es heureuse d'avoir, dans toute cette situation-là, est-ce que c'est un cadeau pour toi de savoir que tu as décidé de fonder ta famille alors que vous étiez un jeune couple quand même? Parce que je veux dire, tu es une jeune maman. Est-ce que pour toi, c'est avoir plus de temps pour t'assurer qu'Olivier grandisse le plus longtemps possible avec vous, avec un bon encadrement? Parce que, veux pas, en étant parent d'un enfant handicapé, ça doit être épeurant de devoir quitter un jour ce monde, tu sais, la mort. Oui. Bien, tu sais, c'est le plus gros challenge, je pense, des parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Ceci dit, on sait aussi qu'il y a des services qui sont là pour prendre le relais parce qu'il y a tout le temps une question aussi de, même si on demande à quelqu'un de notre famille ou nos proches de s'occuper de cet enfant-là, une fois qu'on nous, on ne sera plus là, c'est une charge. C'est pas comme si on demande de s'occuper d'un enfant, je vais dire, normal, là. Mais c'est différent. C'est une charge qu'on donne à l'autre personne. Donc, c'est une bonne réflexion à avoir. C'est aussi un testament qui n'est pas ordinaire. Hein? Tout est extraordinaire. Alors, c'est pas le même type de testament. C'est quand même particulier. Donc, c'est beaucoup de réflexion. Honnêtement, je n'ai pas trouvé de réponse encore. Donc, je pense que ça, il faut se donner le temps. Il y en a peut-être, il y a 2 réflexes. Il y en a qui vont dire, hey, tu devrais y penser, puis dépêche-toi. Il faut que je sois prête aussi. Puis moi, pour l'instant, je ne suis pas encore prête pour faire ça. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, il faut dire aussi que nous, tantôt, tu me posais la question là, par rapport à la vie de famille. Quand on a commencé à avoir des doutes pour Olivier, là, c'est environ, là, je disais tantôt, là, 1 an et demi, nous, on était à l'essai d'avoir un 2e enfant. Donc, il y a eu le deuil de cet enfant-là, le deuil de la vie parfaite, le deuil de sa vie à lui, le deuil d'être grand-parent, parce que probablement qu'Olivier n'aura pas d'enfant. Puis il y a eu le deuil de l'enfant, le 2e enfant que moi, j'aurais aimé avoir. Donc, ça a été coup sur coup, beaucoup de petits deuils au quotidien. Puis encore une fois, oui, c'est ça. Puis quand les années passent, bien, c'est d'autres petits deuils aussi qu'on a à faire. Mais il y a des belles réussites, puis c'est ça qu'il faut fêter aussi. En tant que couple, comment ça vous a affecté? Vous êtes toujours ensemble? Je dis cette phrase-là parce que c'est connu, puis on le voit de plus en plus dans différents reportages que souvent les handicaps des enfants peuvent mener à une séparation. Vous avez décidé de vivre ça ensemble, puis vous le vivez encore en tant que couple. Oui. Ça a dû être challengeant?
La chance qu'on a, en fait, nous, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble. Donc, je pense qu'à la base, on était des amis. Après ça, on est devenu un couple. Donc, ça l'aide énormément. Mais en effet, là, j'ai pas la statistique précise, là, mais je pense que c'est plus de 85 des parents qui ont un diagnostic qu'au cours des 2 premières années vont se séparer. Puis moi, je l'explique de cette façon-là, c'est que notre deuil ou l'acceptation de tout ça se fait pas en même temps. Et c'est vraiment un deuil, hein? C'est un peu bizarre à dire, mais c'est comme si ton enfant que tu as eu, que tu as apprécié, que tu es content d'accueillir dans ta vie, tu le regardes, mais il n'est plus là, cet enfant-là. Parce que c'est un enfant qui est différent de ce que tu penses. Si tu pensais qu'elle allait... C'est les mêmes étapes qu'une mort, là. Donc, c'est-à-dire, il faut l'acceptation. Après ça, on est en colère. Après ça, pourquoi moi? Après ça, bien, on passe en mode action. Mais pour moi et mon conjoint, ça n'a pas été au même niveau, puis ça n'a pas été aussi rapide d'un côté ou de l'autre. Je dis pas que les premières années n'ont pas été difficiles. Est-ce qu'on s'est perdu un peu là-dedans? Probablement. On a été chanceux parce qu'on avait un bon réseau autour de nous. Comme n'importe quel parent aussi, les premières années, on est un peu sur le radar, un peu zombifiés par tous les changements dans notre vie. Nous, ça a perduré un petit peu plus. Donc, mais malgré tout, je pense que la communication, il faut qu'elle soit là. Mais il y a le fait aussi d'accepter que l'autre ne soit pas rendu au même stade que nous. Oui. Ça, c'est pas tout le temps facile. Quand il y en a un qui est en mode action, puis l'autre est encore en colère ou il y a encore de la peine. Puis si ça perdure, bien là, pourquoi t'es pas rendu au même niveau que moi? Là? Tu sais, faudrait faire ça, faudrait... Ouais. Mais il faut accepter ça aussi, qu'on a chacun notre rythme. Puis il faut se donner des petits moments. Nous, Olivier, il a eu des services de répit quand même assez rapidement. C'était un des plus jeunes campeurs au Grand Village, qui est un centre de répit là, pour les enfants à besoins particuliers. Donc, il avait 4 ans à son premier séjour. Puis, il va environ 1 fois ou 2 mois là, dans un service de répit. Et cette fin de semaine-là, parce que c'est toujours un répit là, de 2 dodos, donc il faut le prendre pour nous. Puis nous, on s'est toujours donné un espèce de petit rendez-vous de couple dans ces fins de semaine-là. Donc, on fait vraiment quitte même à partir en voyage quand on le peut. Donc, on profite de ces moments-là pour se retrouver. Puis je pense que ça nous a aidé grandement. Conciliation, travail, famille, avec un enfant handicapé, et les nombreux rendez-vous qui viennent avec ça. Comment vous faites, ton conjoint et toi, pour vraiment tout organiser? Ça tient du miracle, je dirais ça, comme phrase. Il faut vraiment avoir des gens compréhensifs autour de nous, mais il faut être capable de dresser nos limites aussi. Donc, moi, j'ai toujours dit, je vais travailler dans la mesure du possible. La journée que ça sera plus possible, puis que je ne serai pas capable, justement, de m'occuper de mon garçon de la façon adéquate, puis de travailler en même temps, bien, le choix va être facile, je vais m'occuper de mon garçon. Et ça, je dirais, même dans quand on a eu le diagnostic officiel, j'ai rencontré mon patron, puis c'est quelque chose que j'ai mis carte sur table avec lui là, directement. Pour qu'il... Tu sais, il ne faut pas cacher ça. Il faut le mentionner pour que les gens comprennent. Si un matin que je rentre, puis je suis cernée ici, là, jusqu'en bas des joues, bien, c'est peut-être parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, parce qu'Olivier, il n'a pas fait ses nuits avant l'âge de 10 ans. OK. Puis il dormait 3-4 heures par nuit, là. Ouais. Alors, c'est exigeant à part le reste. Donc, il faut vraiment faire ce compromis-là. Il y a eu un compromis aussi, nous, dans notre couple, à savoir, on peut pas être les deux avec des grosses jobs où ce qui demandent beaucoup d'heures au travail et tout ça. C'est très exigeant. Donc, on a fait un choix aussi. Donc, c'était un ou l'autre. Donc, mon conjoint a fait un changement de carrière pour s'adapter à notre vie familiale. Donc, pendant que moi, j'étais au travail, bien, lui, il est disponible à répondre là, pour Olivier. Oui. Tu as aussi parlé de ton entourage, ta mère qui a devancé sa retraite. Ça doit être vraiment précieux comme ressource. Oui, mais c'est essentiel. Puis on est vraiment chanceux, là. Puis il y a un super bon lien aussi avec sa grand-mère. Donc, ça l'aide, elle m'aide beaucoup. Mais des fois, là, ça peut être juste de venir chez nous, faire 2 brassées de lavage. Ça peut être de prendre Olivier aussi, parce que des fois, il n'y a pas des semaines complètes. Il n'est pas scolarisé en temps complet, mon garçon. Là. Présentement, il va à l'école là, 3 jours pleins et 2 demi-journées. Donc, elle va venir prendre le relais aussi à ce niveau-là. Très clairement, pour continuer à travailler, il faut que tu aies ce genre de ressources-là aussi autour de toi. C'est quoi le plus beau de sa différence à tes yeux? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui te fait le plus de bien à voir? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette grande différence qu'il a avec les autres? Bien, en fait, il est très attachant. Là. C'est un commentaire qu'on a en général. Là. Souvent, justement, dans les centres de répit, ils font tout le temps un petit journal de bord. Là. Donc, c'est souvent mentionné qu'il est attachant. Je pense qu'il y a une grande curiosité, puis il y a tellement d'intérêt là, quand il nous explique quelque chose, là, que tout de suite, il capte l'attention. Là. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui le rend particulier. Donc, il y a quand même des différences dans sa différence. Puis, on est vraiment chanceux parce que c'est un enfant qui a toujours aimé être proche des gens. Il est très tactile, donc on pense des fois hein, que les autistes, on ne peut pas les approcher, puis tout ça, mais dans le cas d'Olivier, c'est vraiment le contraire. Donc, on a eu cette chance-là parce que encore à 12 ans, je le colle et je lui donne de l'affection. Des becs. Oh oui, donc ça, on est chanceux pour ça. C'est quoi les plus grands défis d'Olivier ou encore une anecdote peut-être à nous raconter qui a été marquante pour toi? C'est sûr qu'au niveau de l'écriture, c'est quand même très difficile. Donc, ça, c'est vraiment à cause de son trouble de développement de la coordination. Donc, Olivier, présentement à l'école, il a de la difficulté à écrire. Donc, ça l'affecte son langage, mais aussi, ça peut être vraiment spatial, donc c'est-à-dire pour dessiner quelque chose ou quoi que ce soit. Donc là, présentement, il y a une aide d'un ordinateur. Donc, c'est sûr que ça, c'est un challenge aussi. Oui. Donc, si un jour il va intégrer le marché du travail, bien déjà, il y a des choses qui sont ciblées. Donc, c'est sûr que tout ce qui est rapport au langage, la communication, ça, je pense que c'est vraiment son plus grand défi, on va dire ça comme ça. Le regard des autres, est-ce qu'il dérange? Est-ce qu'il est déplacé parfois? Oui. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Oui. Surtout, ce qui dérange les gens, en fait, c'est quand l'enfant est en crise. Hein? Parce qu'un enfant qui fait le bacon à 2 ans, c'est cute. Hein? On dit, oh, regarde, donc, il est fâché, c'est drôle. Mais quand il est rendu à 10 ans, parce que mon garçon est quand même assez grand, quand il est rendu à 4 pieds, 4 pieds et demi, puis que l'enfant pèse 75-80 livres, c'est pas la même intervention qu'à 2 ans. C'est pas la même intervention. Puis souvent, les gens, c'est pas nécessairement qu'ils veulent mal faire, mais ils vont y mettre des commentaires. « Ah, il est mal élevé. Voyons, ça n'a pas de bon sens, le laisse faire. » Ou au contraire, parce que des fois, il faut faire des maintiens physiques avec Olivier. Donc, c'est arrivé à quelques occasions que des gens ont émis des commentaires. Mais c'est là où on apprend aussi à comment réagir. Maintenant, il n'y a pas d'explication à donner. Juste à mentionner, mon enfant, il est autiste. Ah, donc, des fois, ça peut créer du malaise. Oui, mais peut-être qu'il le mérite. Mais des fois, ça permet aussi aux gens de réaliser, ah, OK, mon Dieu, tu sais, on n'est pas dans une situation normale. Donc, quelquefois, les gens offrent de l'aide, puis il y en a d'autres qui sont bon, mais c'est correct. Mais c'est difficile. Ça, il faut apprendre à vivre avec ça. Les premières fois que ça nous est arrivé, là, je dirais ça a plus fini en pleurs dans l'auto. Là. Je parle pas de l'enfant, je parle de moi, là, parce que c'est très, très, très difficile. Donc, on a tout le temps l'impression de penser pour une mauvaise mère. Puis malheureusement, il y a vraiment une période dans ma vie aussi où on a évité de se retrouver en public. Donc, on n'allait plus au restaurant, on n'allait pas faire... Tu sais, si on allait faire l'épicerie, c'était un des deux. On n'allait pas faire l'épicerie en famille, là. Non. J'avais entendu dire même qu'il y a certaines personnes qui sont confrontées à plus se faire inviter. Ah oui. Bien, moi, je vous dirais qu'il y a un bon ménage qui s'est fait autour de moi aussi. Ouais, hein? Pas parce que je l'ai voulu, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de nous inviter, parce qu'il y a des gens qui ont arrêté d'appeler, de prendre des nouvelles. Ça doit être difficile. C'est difficile. Ouais. C'est difficile, surtout quand on sait que mettons, il y a eu un événement, que tout le monde est invité, sauf nous. C'est là où la réalité te rattrape. Puis malheureusement, tu sais, je veux dire, même si tu as bien beau dire « Ah, ça me fait rien, c'est pas grave, puis je comprends », mais ça fait quelque chose pareil. Fait que souvent, c'est des sentiments que tu refoules. En plus des deuils que tu vis, bien, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Il faut en parler. Puis la seule personne, tu sais, pour l'instant, qui sait exactement ce que j'ai puis comment je me sens, bien, c'est mon conjoint. Oui. Il n'y a personne d'autre qui peut dire « Ah oui, je te comprends, je l'ai vécu. » Non, t'as pas. Non, parce que même un autre parent d'un enfant a besoin particulier, son enfant n'est pas pareil, il n'a pas les mêmes défis, il n'a pas la même situation familiale. Donc, même si les gens, c'est super fin de dire « Ah, je te comprends », puis c'est vrai, ça ne doit pas être facile.
Si tu savais à quel point. Oui, non, c'est ça. C'est pas facile. Tu sais. On peut pas se mettre dans vos pantoufles. Là. Non. Je sais qu'on le dit, chaque parent qui a un enfant différent vit une réalité complètement différente. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont peut-être, depuis tout récemment, confrontés à un diagnostic qui peut faire de la peine comme parent? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, première des choses, de se donner le temps. On a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir de la peine, on a le droit d'être en colère, mais il faut en parler. Donc, il ne faut pas rester avec cette peine-là, parce que cette peine-là, malheureusement, nous empêche d'avancer souvent. Une autre chose que je pense qui est vraiment essentielle, plus longtemps qu'on attend à avoir un diagnostic, plus longtemps on va attendre pour avoir de l'aide. Et ça, si on attend, ça pénalise l'enfant. C'est important, même si on a un deuil à vivre, bien, de quand même continuer à aller chercher de l'aide, puis de commencer la stimulation avec l'enfant. C'est vraiment super important. Il ne faut pas attendre qu'il soit rendu à l'école ou autre. Ça va juste être plus difficile, puis pour l'enfant aussi. Donc. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir pris le temps de nous livrer ton témoignage. Tu l'as dit d'entrée de jeu, on pourrait en parler pendant des heures. On va continuer de célébrer les succès d'Olivier, de votre famille. J'envoie aussi beaucoup d'amour aux familles qui ont une réalité similaire. Puis j'inviterai les gens qui sont dans la normalité à s'ouvrir davantage sur la différence pour mieux la comprendre. C'est ainsi que se termine notre série Maman maintenant. Nous aimerions prendre un moment pour remercier notre collègue Marie-Frédérique Michaud qui a eu l'idée du concept qui nous a permis d'entendre des histoires touchantes et émouvantes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Maman maintenant nous a témoigné que chaque maman a son histoire. À bientôt!